Bon, en fait, on se trouve ici dans un château en Limousin qui s'appelle le château de Bord, qui est un des beaux monuments du Limousin, puisque on est sur un monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc Romain de Sèze, qui est le propriétaire et habite ici à demeure, avec sa femme et ses enfants, va nous accueillir pour nous parler de sa belle propriété. Bienvenue Dominique. Salut Romain, comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Ouais, c'est toujours très impressionnant, en tout cas, quand on arrive à bord. Ah bon? Ah oui, ah ouais, moi j'aime beaucoup cette propriété depuis longtemps, donc merci beaucoup de m'accueillir. Donc là, on est dans la galerie. Voilà, on est dans la galerie du château, donc, qui est une galerie qui date du 19e siècle. On est vraiment dans ce style néo-gothique, avec des mélanges de styles, des mélanges de matériaux qui ont parfois été critiqués. Hein. On voit que là, on a un cintre avec des chapiteaux en granit sculpté, et puis juste à côté, on a des chapiteaux qui sont en stuc peint en faux granit. Donc tu vois un mélange de qualité et de manière de faire assez éclectique aussi. Voilà, donc le bâtiment originel, il est ici, 15e siècle. La partie 15e. Voilà, et là, sur la galerie, on est dans une partie vraiment 19e. purement 19e. Voilà. L'ensemble ayant été rhabillé, etc. Ok, bon, ouais, très bien. Merci pour cette présentation. Donc en fait, le sujet principal aujourd'hui, c'est effectivement de parler d'audit de prévention, qui était évidemment un sujet, hélas, de plus en plus à la mode. On voit tout de même un certain nombre de monuments abîmés par des dommages parfois irréversibles, et on l'a vu récemment dans différents châteaux français. Donc en fait, je pense que Bord est un bel exemple d'effort de propriétaires sur ce sujet. Beaucoup de propriétaires sont de plus en plus motivés par ce sujet, mais je trouve un bel exemple d'une génération qui se préoccupe plus du sujet de la prévention que les précédents. Voilà, donc oui, je ne jette alors, pas la pierre. Enfin, on est loin d'être parfait, mais en tout cas, c'est effectivement un sujet qui nous anime et auquel on essaye de faire attention et sur lequel on essaye d'être en cheminement, en amélioration permanente. Donc, oui, et je suis là aussi pour t'aider sur le sujet, bien sûr. Quand tu as des petites nécessités ou des questions, il ne faut pas hésiter, ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement. Très bien. Allons-y. Je te suis. Voilà, donc on déambule dans la galerie et on va pénétrer dans les salons de réception du château qui ont été restaurés par mes grands-parents dans les années 90 principalement. Voilà, donc ici on entre dans une tour ronde, donc un petit salon Louis XVI qui a été entièrement restauré, les boiseries ont été déposées, réparées, les peintures refaites. On a même retrouvé les feuilles d'or d'origine du 19e siècle qui ont permis de restaurer les dorures des décors. Voilà. Alors après, on va rentrer dans le grand salon, ou le salon rouge. Ici, c'est une pièce qui est un peu particulière parce qu'on se situe à l'extérieur du vieux château 15e, donc on est collé évidemment, on est dans une tour octogonale, et cette tour elle a la particularité d'avoir été construite spécialement pour accueillir des œuvres d'art qui sont là autour de nous, donc des panneaux en toile peinte qui datent du XVIIIe siècle et qui ont été achetés par mon ancêtre lors des grands travaux de Haussmann à Paris, et ces travaux qui ont entraîné la destruction d'un certain nombre d'hôtels particuliers, dont l'hôtel d'Osmont, qui avait un salon richement décoré. Et donc, ces peintures ont été rachetées à cette occasion, et la tour a été construite pour servir d'écrin à ces peintures. C'est très exceptionnel. Voilà, donc là, on est aussi dans une pièce qui était entièrement restaurée, donc tous les panneaux ont été démontés, restaurés, nettoyés, etc. Les parquets, les boiseries. Ici, toute l'électricité date de cette époque-là, donc tout est protégé de manière... c'est pas les toutes dernières normes, mais c'est les normes, on va dire, du début des années 2000. Donc ici, on se sent plutôt en sécurité et oui, plutôt bien équipé. Voilà.
Oui, le sujet de l'électricité fait partie des audits de prévention, en effet. C'est un sujet dont on pourra un petit peu parler quand même tout à l'heure, puisque Tout à fait. on sait que les sujets, hélas, d'incendie dans tous ces monuments historiques viennent souvent des problèmes de court-circuit. Donc, Exactement. il Donc, faut anticiper aussi le sujet de l'électricité. Ouais, voilà. Donc c'est effectivement un sujet auquel qui nous mobilise aussi. Alors, on ne peut pas malheureusement refaire à neuf le circuit électrique complet d'un château tous les 20 ans ou tous les 40 ans. Ouais, par contre, on peut surveiller, on peut identifier des points faibles, on peut les surveiller ou les améliorer, et ça de manière en continu. Donc c'est ce qu'on essaie de faire ici, d'avoir toujours ce regard critique sur nos installations. Alors, je comprends tout à fait cette volonté de rendre les choses un peu plus faciles. Et je crois qu'en fait, parce qu'il faut quand même aussi parler des compagnies d'assurance, hélas, tout le monde n'a pas de fortune suffisante en cas de sinistre majeur, de pouvoir reconstituer tout seul avec sa fortune personnelle. Donc il faut mieux... Monsieur de la Varande disait que les sujets de l'incendie, c'était l'invention et les compagnies d'assurance de couvrir sur un monument historique, c'était une invention révolutionnaire. Je suis assez d'accord sur le principe. Donc en fait, les compagnies d'assurance sont parfaitement conscientes que dans un monument historique qui a 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles, l'électricité ne peut pas être neuve partout. Mais par contre, je crois que le sujet qui est un sujet qui te regarde en propre, c'est la réflexion au quotidien des propriétaires de se disant qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer avec un peu de bon sens. Si j'ai un peu de bon sens, si je prends un peu de recul sur telle ou telle chose, qu'est-ce que je dois essayer d'améliorer le plus vite possible? Donc pour certains, c'est l'électricité, pour d'autres, c'est les toits, pour d'autres, c'est la plomberie. Voilà. Donc ça participe en fait à l'amélioration d'un résultat. Et puis, encore une fois, les compagnies d'assurance ne sont pas non plus malhonnêtes. Elles prennent à un moment donné X un état et elles essayent de réfléchir avec un peu de bon sens. En même temps, il faut les secouer un peu pour qu'elles reviennent sur des bonnes dispositions. Mais voilà, donc le sujet de l'électricité est quand même un des sujets principaux. Donc il faut regarder. Voilà. Oui, un sujet qui touche à la fois au confort et à la sécurité de base. Oui, absolument. Donc voilà pour le grand Parfait. salon. Alors maintenant, on va repénétrer dans le vieux château. Ouais. Donc là, on rentre dans ce que nous appelons la salle gothique. Alors c'est comme ça que j'ai toujours entendu nommer cette pièce, la salle gothique. Donc tu vois, on est dans une pièce dont les dimensions sont originelles, donc de taille relativement modeste. On a moins de 45 mètres carrés. Mais une pièce qui était entièrement redécorée aussi au 19e, avec des parquets marquetés, avec cette monumentale cheminée de style néo-gothique, mais qui est exactement à l'emplacement de l'ancienne cheminée. Voilà. On se demande même si c'est pas la cheminée du 15e qui aurait été resculptée. Bon, ça, j'en sais rien, mais c'est une possibilité. Et puis, comme dans la pièce d'à côté, mais avec une approche différente, mon ancêtre ici a décoré sa pièce avec des éléments anciens importés d'ailleurs. Alors là, malheureusement, on ne sait pas d'où. Mais ce que tu vois au mur, ce sont des cuirs de Cordoue. Donc c'est du cuir frappé, donc avec un relief peint, et puis argenté à la feuille d'argent. Et ce qui donne au cuir cet aspect doré, c'est le vernis qui est passé dessus sur les feuilles d'argent. Voilà. Et donc, ça donne à cette pièce une espèce de chaleur, c'est assez chargé. Et de la lumière aussi. Oui, une ambiance en tout cas très particulière. Non, c'est très beau. Et souvent, dans d'autres propriétés que j'ai vues, les cuirs de Cordoue ne sont pas dorés comme ça. Du coup, c'est un peu plus terne, un peu plus sévère. Alors, il y a plein de styles différents, mais ceux-ci sont effectivement assez riches et avec du bleu clair, du rose, et puis tout cet or assez chargé. Donc voilà, c'est assez. Alors moi, assez j'ai amusant. juste une toute petite réflexion. Mais alors, je trouve que la maison est en bon état dans l'ensemble, donc il n'y a pas de problème. Mais je vois une toute petite chose auquel il faudrait essayer de trouver une solution.
c'est d'enlever le détecteur de... Alors, je sais que sur un plafond comme ça, c'est gênant. Il ne faut pas. Alors, tu vois, c'est effectivement une entorse que j'ai faite aux règles de l'art d'installation d'un détecteur de fumée. Mais pourquoi je l'ai mis là? C'est parce que ce sont des détecteurs de fumée qui sont connectés à la centrale d'alarme. Et en fait, j'ai trouvé un endroit... Donc, tout ça, ça se fait par radio. Ouais. Et j'ai trouvé l'endroit dans la pièce où les ondes radio passaient. Ah. Et à l'origine, il était censé être du côté de la cheminée, à l'endroit où ça pourrait se mettre à fumer. Mais en fait, les ondes radio ne passaient pas. Ce qui fait que je l'ai mis là. Ce qui n'est pas optimum, mais c'est un moindre mal. Ouais, mais c'est pas une mauvaise idée en attendant. Mais voilà. C'est pas une règle de l'art en tout cas. C'est pas une règle de l'art, ça c'est vrai. De position des détecteurs de fumée, sauf qu'on ne peut pas coller un détecteur de fumée qui s'est très très vilain sur le plafond. Alors on pourrait éventuellement le cacher derrière une solive, mais l'autre sujet, c'est que en fait, dans cette pièce, cette pièce, on l'utilise très rarement. Ouais. On y fait très rarement des feux comme aujourd'hui, et donc l'électricité est toute neuve, enfin toute neuve. Elle a quelques décennies maintenant, mais elle est encore en très bon état. Et donc, elle est bien protégée en tout cas. Ouais. Et donc, j'estime que c'est pas non plus une pièce ultra sensible. J'ai souhaité quand même mettre un détecteur de fumée ici, je dirais par acquis de conscience. D'accord. Mais on n'est pas dans une zone à risque, d'après moi. Oui. Après, alors, on pourrait en débattre. Bien sûr. Bon, il y a un poêle qui est là. Il y a des recommandations aussi sur les poêles, du serpent de mer, de l'histoire des ramonages, des cheminées, auxquelles il faut faire attention aussi, mais je sais que tu y prends aussi une attention particulière. Oui, il faut faire attention. Oui, au feu de cheminée, évidemment, c'est des tentations de propagation. Oui. Donc, il faut réfléchir à ça aussi. Absolument. Alors, je vais t'emmener maintenant dans le dernier des salons de réception, qui est le billard. Voilà, donc une pièce qui, elle, est restée dans son jus. Donc là, on n'est pas dans une pièce qui a été restaurée, néanmoins, elle est en bon état. Très bon état. Voilà, donc une pièce avec des décors encore différents. On a ici devant et derrière moi des tapisseries des Flandres. Et puis tout ça noyé dans toujours un univers un peu néo-gothique, enfin même complètement néo-gothique. Ouais, complètement néo-gothique. Et encore un endroit assez chargé, un peu... Certains trouvent ça un peu écrasant comme ambiance, mais en même temps c'est très cosy, c'est très un peu intimiste. Et donc moi j'aime bien cette pièce et surtout ces deux lanternes de billard en tôle qui donnent un éclairage. Voilà, donc c'est une pièce... alors on ne joue pas au billard tous les jours ici. J'avoue que ça me sert plus souvent de buffet pour servir des cocktails que pour jouer au billard. Oui, avec les bandes qui voilà, on installe des planches taillées sur mesure et puis on a comme ça un beau buffet. Voilà. Ouais, la pièce est très très belle. Alors les réflexions arrivant petit à petit, il y a en fait un certain nombre de recommandations qui sont données aussi. Ça, c'est des règles aussi en matière de prévention. C'est d'essayer de référencer les très beaux embellissements. Et ça, c'est de l'embellissement, c'est de l'immeuble par destination, c'est tapisserie. Donc peut-être que ça s'appelle un PSBC. Et le PSBC, c'est le plan de sauvegarde des biens culturels. Et en fait, si jamais il y avait un départ de feu, que les pompiers puissent voir et protéger, s'ils ne peuvent pas l'emmener, si c'est trop tard, mais en tout cas protéger. Essayer de protéger, par exemple, cette paire de tapisseries qui est belle, très belle, ancienne. Voilà. En tout cas, amener une réflexion aussi de la part des pompiers, qui sont les hommes de l'art, ils sont les spécialistes du sujet du feu. Le sujet, c'est la part du feu, qui est un mot que j'aime beaucoup. Et les pompiers, je pense que la part du feu, il faudrait qu'ils la fassent en faisant une visite ici. Alors, voilà. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Alors, on a déjà fait venir les pompiers ici. On a déjà eu cette visite, voilà, mais qu'il faudrait renouveler parce que les personnes tournent et puis on oublie les choses. Mais on l'a déjà fait une fois. Et puis, deuxièmement, on s'est abonné à une application qui nous permet d'alimenter une base de données accessible pour les pompiers. Et dans cette base de données,
on a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire les œuvres d'art à sauvegarder, celles qu'il faut extraire du bâtiment en cas de feu, celles qu'on ne peut pas extraire et qu'il faut sauvegarder absolument. Nous avons aussi dans cette base de données renseigné le plan de masse avec les accès, les endroits où on a sur les bâtiments agricoles des hydrocarbures, du gaz, etc. Les points d'eau. C'est Batifire, c'est ça? Tout à fait, voilà. Batifire. Recommandé par l'Association du patrimoine, voilà, dont la demeure historique, il faut le dire quand même. Absolument. Donc effectivement, la demeure historique a un partenariat avec Batifire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pris, je me suis abonné. C'est une très bonne idée. Donc des plans de masse avec les points d'eau, les arrivées électriques, les tableaux électriques, etc. pour pouvoir couper le cas échéant. Et puis également les plans des bâtiments pour savoir où se trouve quoi. Les chambres d'hôtes, les chambres des propriétaires, etc., etc. Donc tout ça est renseigné. Les archives. Et les archives, aussi. Très important. Et donc tout et ça les sources en eau aussi. Il n'y a pas de borne incendie, mais par contre, voilà. On a de l'eau partout ici à portée de tuyaux pour pomper. Donc on pourrait imaginer ici avoir un camion dans la cour et avoir, je ne sais plus, je crois que c'est 100 mètres ou 80 mètres de tuyaux pour aller pomper dans les temps. Et là, on n'a pas de limite en eau. Alors, il y a beaucoup de réflexions aussi sur ce sujet en ce moment dans les monuments historiques. Il y a un peu un plan hors sec, ça. D'autres en parlent. Le plan hors sec des châteaux en France, quand même, c'est un sujet important. À Bordeaux, il est développé grâce à la demeure historique en Aquitaine et des gens bien placés sur le sujet. Et je pense que, en fait, c'est un des sujets importants. Et on parle aussi de bâches, si jamais les sources ne sont pas suffisantes ou trop lointaines. Amener une borne incendie à proximité, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il faut réfléchir à d'autres choses qui peuvent servir aussi au château, mais aussi aux gîtes, puisqu'il y a des gîtes tout autour. Tout à fait. Et en fait, sur ces questions-là, on sait qu'on n'est jamais parfait, ni optimum, mais plus on y pense à l'avance, plus on peut faciliter le travail, faciliter les possibilités d'action. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici, alors modestement, mais effectivement, cette application Batifire, moi, personnellement, ça m'a permis de prendre conscience des points d'accès, des points d'eau, des points, donc, comme je l'ai dit, de gaz, d'hydrocarbures, etc., etc. Ce qui fait que le jour où il arrive quelque chose, je suis déjà mentalement préparé. Et puis surtout, j'ai déjà remis quelque chose qui est accessible. Pour les pompiers, dès lors qu'ils montent dans le camion, ils allument leur tablette et puis ils sont censés avoir quelque chose. Oui. Alors, il y a aussi beaucoup de choses. En Batifire, c'est une chose. Il y a aussi le bouclier bleu qui fait aussi beaucoup de choses sur la préservation des objets, en particulier dans les monuments. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait une unité d'efficacité entre plusieurs organismes qui se passent la main. Pour éviter la destruction importante. Il n'y a pas plus, d'ailleurs, d'incendies, je crois, de monuments, mais je crois, par contre, que les incendies sont beaucoup plus forts, beaucoup plus importants. Et puis, les matériaux coûtent cher, donc ça coûte aussi de plus en plus cher pour de reproduire, reconstruire des bâtiments qui ont parfois 300-400 ans. Donc, voilà. Donc, c'est un vrai sujet, une vraie probabilité d'essayer de les améliorer. En parlant de plusieurs siècles de bâtiments, si tu veux bien, je vais te montrer la chapelle. Ah oui. Ah oui. Voilà. Alors là, on est à quelle époque ? Alors là, on est un peu à toutes les époques. Alors là, on est toujours dans le château initial, fin 15e. Et dans cette pièce était déjà, depuis l'origine, la chapelle du château. La seule différence, c'est que la chapelle s'arrêtait ici, c'est-à-dire dans l'alignement de la façade du bâtiment. Et puis, au premier étage, il y avait une chambre. Mon ancêtre, au 19e siècle,
à supprimer la chambre du dessus, à éventrer la façade du sol jusqu'au toit pour créer ce chœur. Et puis, il a fait décorer cette chapelle dans l'esprit très très proche des décors qu'on trouve à la Sainte-Chapelle à Paris, par le même décorateur que celui qui a réalisé cette Sainte-Chapelle à Paris. Il s'agit de Steinel, qui a beaucoup travaillé sous la direction de Viollet-le-Duc. Et donc, mon ancêtre a voulu avoir une chapelle, on va dire, un petit peu cossue. Voilà. Et donc, ça donne ce mélange avec des peintures murales qui sont devant moi et derrière moi, qui sont toute fin 15e, début 16e. Voilà, et qui sont noyées dans cette ambiance très chargée, très dorée, très remplie, 19e. Voilà pour cette chapelle. Au-dessus de moi, on a un orgue. Alors en fait, ce qu'on voit là, c'est pas vraiment un orgue, c'est un buffet d'orgue. Un buffet d'orgue. Mais il n'y a pas d'orgue derrière. L'orgue, il est bien là, mais il est au-dessus, dans les combles. Si tu veux, on va aller le voir tout à l'heure. On peut jouer. Alors on peut sortir quelques notes de musique, mais comme tu peux l'imaginer, un orgue sous un toit, c'est pas le meilleur endroit. Parce que l'été, il fait très chaud, l'hiver très froid, et donc un orgue, c'est fait de tuyaux de plomb et de tuyaux de bois, et donc il a des fuites, il nécessiterait une grosse restauration, mais il est, je dirais, dans son état d'intégrité originelle. D'accord. Alors, pardon de revenir sur le sujet, mais j'ai le souvenir d'un de mes amis qui, il y a quelques années, venait d'acheter un château, et c'était un des premiers soirs où il venait de l'acheter, et on fait un tour à l'intérieur du château et on arrive dans la chapelle. Et alors, il essaye d'allumer l'électricité et je lui dis, je suis désolé, c'est de ma faute. C'est moi qui ai dit à ton électricien de couper l'électricité parce qu'il y avait des fils coton partout. Donc j'espère que... Et alors si, il a rajouté, à cause de toi, je ne peux plus aller faire ma prière, tu te rends compte. C'était un peu de l'ironie de sa part d'ailleurs, mais bon. Donc est-ce que le sujet de l'électricité, parce qu'il y a quand même des embellissements exceptionnels, est-ce qu'il y a eu une réflexion là-dessus ? Est-ce que tu as un coupe-circuit en particulier? Non? Oui. Quand tu arrives ici, c'est un petit disjoncteur? J'ai plusieurs circuits isolés dans le château. Alors déjà, je veux te rassurer, ici, l'électricité ne date pas du 15e, ni du 19e. Elle est quand même un peu plus récente. En l'occurrence, dans la chapelle, on est sur de l'électricité des années 60. Donc, on est loin des fils en coton. On n'est pas non plus aux dernières normes. D'accord. Néanmoins, il n'y a pas de chauffage électrique, il n'y a que du luminaire. Et tout ça est quand même protégé par des fusibles qui font leur office. C'est de la basse tension. C'est de la basse tension, oui. Et puis j'ajouterais même une chose, c'est que je vais t'apprendre peut-être quelque chose, c'est que les lumières qui sont ici, elles sont commandées par des télérupteurs qui sont d'anciens télérupteurs. Et ces télérupteurs, ils sont commandés par de l'électricité à 24 volts. Donc c'est beaucoup moins dangereux que le 220. Le 220 ne se trouvant que entre le tableau électrique et l'ampoule, et non pas dans le bouton, entre le bouton, le tableau et la lumière. Et je trouve que c'est très bien. C'était un système très intelligent qui malheureusement n'existe plus parce que c'est plus simple de mettre du 220 partout, mais ça crée des risques. Alors ça, c'est un souvenir un peu personnel, mais moi, j'ai des grands-parents d'une partie de ma famille bordelais et j'ai été toujours très surpris quand j'étais enfant. On se promenait dans les grands escaliers et les lumières étaient toujours allumées, le jour comme la nuit, et tout le temps. Et mon grand-père nous disait, mais c'est pas grave, de toute manière, il n'y a pas de consommation puisque c'était de la super basse tension. Ah oui, c'était ça. Aussi de la très... Alors, nous, c'est même pas de la basse tension. Là, qu'on ne se méprenne pas, les ampoules électriques sont bien en 220 volts. Mais le circuit en 220 ne se situe que entre l'ampoule et le tableau électrique. La commande qui commande d'allumer la lumière ou d'éteindre, c'est-à-dire entre le bouton et le tableau, elle est en 24 volts. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, à ce moment-là, de demander à ton électricien, j'imagine qu'il vient très très souvent ici, une idée, un peu de visite, un peu critique sur les installations, et que peut-être ici ou dans d'autres pièces,
ou l'électricité un peu ancienne, qui te disent, là, il faut mettre des coupes-circuits, là, je vais mettre un disjoncteur, là, il faut couper, là, il faut arracher, il faut... Alors, je ne vais pas te répondre qu'on a tout bon et qu'on est tout parfait. Par contre, c'est une démarche dans laquelle on est clairement engagé. À chaque fois qu'on fait venir un électricien pour faire des modifications, réparations, etc., on a ce regard et on se pose la question. Et donc, nos tableaux électriques, certains sont anciens, mais petit à petit se rajeunissent, c'est-à-dire qu'on construit petit à petit des nouveaux réseaux modernes, et ceux qui perdurent sont quand même vérifiés régulièrement et ils sont considérés comme étant acceptables. D'accord. On parlera peut-être tout à l'heure on a parlé tout à l'heure de détection incendie, mais il y a aussi quelque chose qui est de plus en plus moderne et de plus en plus nécessaire, en particulier dans les cathédrales, puis Notre-Dame en particulier, mais un peu partout. Il y a des installations de caméras thermiques, caméras infrarouges, mais caméras fixes. Et un des plus des caméras infrarouges, c'est que ça anticipe encore un peu plus la détection de fumée. C'est-à-dire que le détecteur de fumée, lui, ne se déclenche qu'au du départ de feu, alors que la caméra infrarouge... Elle anticipe. Elle anticipe et elle peut couper l'électricité directement s'il y a un départ, un court-circuit, quelque chose. Donc ça, si les combles, alors les combles de borne ne sont pas très grands non plus. Non, il y a peu d'électricité. Ils ne sont pas très vastes. Donc en fait, problème, si ce n'est pas assez vaste, une caméra, en fait, elle a peut-être un peu plus de mal à détecter. En tout cas, c'est un sujet important auquel il faut réfléchir aussi. Alors, je ne savais pas qu'il existait de telles caméras fixes. Ça me donne envie d'en installer cadrées sur nos tableaux électriques. Néanmoins, on a, nous, investi récemment dans une caméra thermique qui se branche sur un téléphone. On pourra l'utiliser tout à l'heure. Et de temps en temps, on se balade et puis on regarde, on scanne nos tableaux électriques pour voir si tout va bien. La seule chose de ces petites caméras infrarouges, c'est grand comme un portable. Hein. Oh, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est qu'en fait, il faut savoir s'en servir. Parce que si on ne peut pas s'en servir, techniquement, quand même, on voit tous les échauffements. Et puis, surtout, la limite de cet exercice, c'est qu'on va filmer à l'instant où on y est. Et est-ce que cet instant, c'est l'instant de marche normale du tableau ou pas? C'est difficile à savoir. Alors que ce que tu me décris sur une caméra fixe, c'est qu'elle va suivre les montées et les baisses en température du tableau électrique pendant toute la journée et j'imagine qu'on peut même le tracer. Ah oui, il y a une traçabilité, oui, tout à fait. Donc ça pour moi, c'est un gros... Un premier pas, c'est d'avoir une petite caméra comme j'ai. Ce que tu me décris me semble un gros pas. Oui, c'est beaucoup plus sophistiqué. Oui, alors les petites caméras infrarouges, c'est pas mal. Ça permet entre autres sur des desserrages de cosses, de resserrer les cosses sur des installations un peu anciennes. À condition que le système soit sous tension. C'est-à-dire que si on veut surveiller, je prends un exemple, le circuit du ballon d'eau chaude, si le ballon d'eau chaude n'est pas en train de chauffer, on ne peut pas savoir s'il y a une surchauffe ou pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est là la limite du système. Oui, alors c'est très amusant parce qu'on passe ça sur sa main, on voit l'énergie de... C'est impressionnant. Hein. Absolument. Voilà, donc pour la chapelle. Veux-tu que je te montre la suite des lieux? Avec grand plaisir. Allons voir une chambre. Voilà, donc à bord, on a un certain nombre d'activités économiques, donc des activités forestières, des activités agricoles, mais également des activités touristiques. Donc nous accueillons ici des touristes dans des gîtes, et puis nous avons également des chambres d'hôtes dans le château. Donc je vais te montrer une chambre. Trois chambres. Nous avons 3 chambres dans le château, en effet. Donc on n'est pas en ERP, on n'est pas du tout. On est 15 totalement. personnes maxi. Voilà, tout à fait. La jauge pour les chambres d'hôtes, pour être considérée comme non ERP, c'est qu'il faut être en dessous de 15 couchages et en dessous de 5 chambres. Donc ici, on a 3 unités, on a 2 chambres doubles et une suite familiale de 3 chambres. Donc ça compte comme 3 en tout, mais par contre, on compte aussi le nombre de couchages total. Et donc moi ici, j'ai 10 couchages. Donc j'ai 2 chambres doubles et donc 4 et 3 fois 2 dans ma suite familiale. Oui, alors exactement. Donc c'est intéressant, mais en même temps, ça veut dire que les pompiers
Quand c'est des chambres d'hôtes, peuvent quand même rentrer, mais peuvent dire non, là, ça ne nous regarde plus. On n'est pas sur un ERP quand Absolument, il y a simplement des chambres d'hôtes. Oui, on est dans un système domestique. C'est juste un peu dommage parce que le conseil des pompiers, c'est quand même souvent très utile. Alors qu'ils donnent quelques avis techniques, même leur dire rentrez quand même, venez voir. Alors, mais tout à fait, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années, tout à l'heure je t'en parlais. On a déjà invité les pompiers à venir ici, en dehors de tout cadre officiel, mais plutôt pour leur faire découvrir les lieux et puis leur solliciter auprès d'eux des conseils. Des conseils. Et donc, alors à l'époque, on n'avait pas de chambre d'hôte, donc tu vois, il faudrait que je le refasse maintenant qu'on a des chambres, mais pour avoir effectivement un avis officieux et avant tout un avis de bon sens, plus qu'un avis réglementaire, etc. Voilà. Les pompiers, heureusement qu'ils sont là, hein, souvent, pour eux. Oui. Quand on voit les rapidités d'intervention sur des sinistres, sur un sujet qui me regarde un peu plus que d'autres, c'est effectivement un départ de feu. Les pompiers, s'ils arrivent vite, le château est souvent sauvé, en tout cas un peu plus protégé. Donc, tout à fait. C'est très important. Ici, on a eu un exercice en grandeur nature une fois. On a eu un petit feu de cheminée, donc pas très grave. Mais ça nous a permis de tester notre réactivité, savoir si on avait fait les bonnes choses. Et a priori, c'était plutôt pas mal parce que entre le moment où nous avons décroché le téléphone pour appeler les pompiers et le moment où la grande échelle était dans la cour déployée, il s'est passé 14 minutes. Et donc, on a tout de suite demandé aux pompiers quel était votre temps de trajet. Et ils nous ont dit 11 minutes. Donc, il y a eu 3 minutes de réaction, on va dire. Ce que je trouve pas trop mal. Ah non, c'est très bien. Même si les minutes sont très longues quand il y a le feu. Il y a eu, je ne vais pas donner de nom, mais bon, il y a eu quelques incendies récents sur des monuments historiques. Et je sais que sur un incendie récent, les pompiers ont mis une demi-heure. Et une demi-heure, c'est bien, ils sont intervenus tout de même très vite. Mais il y avait des circonstances, météorologiques exceptionnelles. Compliquées qui ont fait que... Et effectivement, chaque minute compte. Nous, on l'a bien vu ici quand on était dans ce cas, on va dire plutôt bénin, mais quand même stressant. Les minutes sont interminables, surtout quand on a l'impression d'avoir déjà... d'avoir tout fait ce qu'on pouvait faire, il n'y a plus que les pompiers à attendre. Et exactement. Et ça, c'est un sujet aussi très très important que les pompiers anticipent. C'est-à-dire qu'ils viennent, première des recommandations, est-ce que les pompiers sont venus chez vous? Ah ben non, on n'a pas pensé. Donc, qu'ils viennent. Est-ce qu'il y a plusieurs voies d'accès? Est-ce qu'ils peuvent accéder? Souvent, s'il y a un portail, ils ne passent pas. Qui repèrent les sources en eau. Et en général, c'est 2 à 3 heures de gagner sur un incendie. Alors, c'est pour ça que je pense que dans les formations que dispensent les pompiers, il y a un élément qui est primordial et qui répond à ce que tu viens de dire, c'est que quand il y a un sinistre en cours, si c'est possible, il faut qu'il y ait une personne dont la mission exclusive soit d'accueillir les pompiers, leur dire où est l'accès, les avertir au bord de la route, leur dire par où passer et tout de suite leur dire où ils peuvent s'installer pour prendre de l'eau, etc. Oui, exactement. Et là, on gagne un temps inestimable. Ah oui, non, c'est tout à fait essentiel de repérer, de préparer l'incendie, en fait, de se dire s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça, tout en espérant que ça n'arrive jamais. Ça, je suis d'accord. Voilà. Alors, on va aller voir une chambre. Voilà, donc là, tu es dans une chambre d'hôte. Au château, donc une ambiance château, une ambiance 19e. Donc tu vois, dans cette chambre, on a essayé de conserver tout ce qui pouvait l'être, entre guillemets, d'origine, ou en tout cas ancien. Donc ici, on a du papier peint qui date du 19e siècle, on a des soieries sur les baldaquins et les rideaux qui sont aussi du 19e siècle, le mobilier, évidemment. Par contre, pour en faire une chambre d'hôte, il a fallu quelques aménagements. Alors, ça ne se voit pas parce qu'il a l'air ancien, mais on a installé un chauffage central. On a étendu le chauffage central de la maison jusqu'ici. On a évidemment repeint les plafonds, les fenêtres, les portes, etc. Et puis, on a révisé complètement l'électricité. Tu vois, ici, on a des vieux boutons.
et puis Mis des sur vieilles des gaines très électriques. neuves, ouais. Mais dedans, il y a des fils neufs qui remontent jusqu'au tableau et avec comment on appelle ça, des disjoncteurs différentiels. Des disjoncteurs différentiels. Donc là, on est sur un système qui a l'air vieux, mais qui est tout à fait récent. Oui, Il date récent. de 2018 en l'occurrence. Oui, donc c'est très bien. Voilà. Et puis la salle de bain est un peu plus ancienne, mais ça date des années 90, donc c'est pareil, c'est protégé. On est très 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 loin des fils en coton et Ah oui, de alors ces choses-là. j'ai vu d'expérience un départ de feu à cause d'un miroir de courtoisie dans une salle de bain. Ah oui. Parce que le soleil arrivait, en fait, Ah oui. a reflété et a commencé à foutre le feu sur du papier. Ah et du coup, le propriétaire m'a dit, vous savez, c'est le détecteur de fumée qui a sauvé le château, parce qu'autrement, tout partait. Alors, on ne peut pas penser à tout. Hein. Non, mais il faut penser à ça aussi. Ça aurait été pas de mal. miroirs. Tu vois, pas de miroir en face des fenêtres. Côté. Ouais. Bon, les femmes se mireront d'autres fois, mais voilà. Voilà, donc si tu veux, je vais t'emmener dans les endroits un peu moins beaux, un peu plus poussiéreux, et puis on va aller voir les combles. Avec plaisir. Voilà, donc ici je t'amène dans l'orgue. Aïe, voilà. Aïe, ah oui, d'accord. Donc tu vois, on est dans une pièce très particulière parce qu'on est sous les toits. On est en présence d'un orgue qui est complètement dépouillé, sans aucun décor. C'est très rare, voire quasiment inédit. Je crois que c'est inédit. Donc voilà, donc ici, il y a des réseaux électriques qui passent d'un peu toutes les époques. Mais ici, tu vois, par exemple, on a mis un détecteur de fumée. Alors, on l'a pas mis tout en haut au plafond. C'est pas encore tout à fait dans les normes. Mais on a quand même souhaité protéger cette pièce. Parce que là, on est vraiment sur un objet qui ne peut pas être bougé et qu'il faut absolument préserver. D'autant plus qu'il est au-dessus de la chapelle. Donc, il faut préserver toute cette colonne, en fait. En cas d'incendie, bien sûr. En cas d'incendie. Voilà. Ouais. En fait, on n'a pas parlé non plus de deux sujets qui, à mon avis, sont des sujets importants. L'un des deux sujets a été abordé ici, a été fait, c'est l'expertise préalable. Puisque, encore une fois, mon métier d'assureur fait que je parle souvent de juridique. Et il y a en particulier un sujet qui est le transfert de la charge de la preuve. Le transfert de la charge de la preuve, c'est l'expertise préalable. L'expertise préalable, c'est la qualification des surfaces et la qualification des valeurs. Pas des valeurs vénales. C'est pas le métier d'une expertise préalable. Ça peut l'être aussi, mais sur le sujet, on reconstitue les valeurs dites de reconstruction. C'est redondant ce que je dis, mais c'est très important. Donc, comme ça a été fait, sur, entre autres, mes recommandations d'ailleurs, j'ai rien à dire et ce serait tellement agréable si tous les propriétaires qui écoutent mes bons conseils se soient suivis des faits. C'est pas toujours le cas, mais tant pis pour eux. Hein. En tout cas, j'ai le fait, c'est déjà bien. Ça, c'est la première chose donc, qui a été faite. La deuxième chose qui, à mon avis, est utile dans toutes les maisons, tous ces châteaux, dans les châteaux de maisons de famille, il s'avère que de temps en temps, et même assez souvent, le mobilier, il ne faut pas non plus sous-estimer les valorisations du mobilier. Parce que parfois, c'est parfois d'ailleurs aussi une bonne surprise, ou parfois aussi une mauvaise surprise, mais une bonne surprise que, à l'intérieur de ce contenu de valeur, ou ce contenu dit de fond de maison, on peut trouver quelques objets qui ont des valeurs unitaires importantes. Donc en fait, la recommandation, c'est si nécessaire de faire réaliser, pas en valeur de succession, mais en valeur d'assurance, une expertise préalable. Il n'y a plus d'obligation vis-à-vis de l'administration fiscale que les compagnies d'assurance déclarent aux compagnies d'assurance, déclarent à l'administration fiscale les polices dites en valeur agréée. Donc, le risque diminue fortement. Donc, en fait, l'expertise préalable en matière de mobilier, c'est la triple preuve. C'est la valeur, la preuve de la valeur, la preuve de l'authenticité et la preuve de la propriété. Et s'il y a ces trois preuves, les compagnies d'assurance n'ont plus de contestation. C'est-à-dire que normalement, si il y a des polices d'assurance mises en place
sur des sujets comme ça de fine art. On ne peut pas assurer l'ensemble d'un mobilier de château, c'est pas possible, mais les propriétaires savent mieux que quiconque les valeurs de leurs objets à l'intérieur, normalement. Et donc, s'ils ne le savent pas, c'est un bon conseil. C'est encore une fois du bon sens. En fait, il faut beaucoup de bon sens quand on est propriétaire d'un monument. Après, je ne vois pas tellement ce que je peux dire de plus, sinon de réfléchir en permanence sur l'amélioration de la prévention, réfléchir avec des professionnels, réfléchir avec les pompiers, réfléchir avec les électriciens, réfléchir avec des hommes de l'art qui peuvent vous dire, voilà, faire attention. Et la seule chose auquel peut-être je n'ai pas encore parlé, mais c'est un sujet très court, c'est d'utiliser aussi sur des toits d'ardoise, souvent en ardoise, en tuile c'est moins grave parce qu'il y a moins de zinc gris, mais sur des toits d'ardoise, il faut utiliser une procédure qui s'appelle la procédure du permis de feu. Puisque souvent les artisans, hélas, mettent le feu sans le vouloir, sans le faire exprès, mais en attendant, souvent c'est quand même une des causes de l'incendie. Donc en fait, faire signer la procédure du permis de feu permet en fait au propriétaire de dégager en touche sa responsabilité. C'est l'artisan, et si l'artisan signe le permis de feu, il va s'empresser de regarder dans sa police d'assurance si sa couverture est suffisante. Si la somme qui est garantie, le garantit dans une proportion suffisante ou insuffisante. S'il n'est pas suffisant, il est obligé de dire au propriétaire, écoutez, je suis désolé, cher monsieur, mais ma couverture d'assurance n'est pas suffisante, donc je ne peux pas faire le chantier. Voilà. Donc, sujet très important. Voilà. Donc, autrement, je ne peux pas. Je peux que me trouver un certain enthousiasme dans la réflexion de propriétaires sur le sujet de la prévention. Et en fait, le sujet, qui est un sujet qui a été abordé tant à la demeure historique qu'aussi au VMF, quand les deux associations principales du patrimoine, je ne pouvais pas m'empêcher quand même de nommer aussi les VMF, c'est que l'anticipation est un sujet et que si on continue à souscrire n'importe comment, les compagnies d'assurance vont devenir sévères et vont mettre des budgets d'assurance qui seront de plus en plus chers et beaucoup de propriétaires ne pourront plus suivre, n'auront plus la capacité financière de le faire. Donc en fait, réflexion, prévention, supporter des franchises les plus hautes possibles, plus hautes possibles dans une proportion raisonnable, pour éviter des déclarations de sinistres tous les 4 matins qui mettent en difficulté les propriétaires et qui sont regardés de manière très, très, très précise et souvent d'ailleurs à la loupe par les compagnies se disant trop de déclarations de sinistres, on n'en veut plus. Voilà. Donc, essayez d'avoir du bon sens et un peu écouter les assureurs un peu spécialistes parce qu'on est quand même là pour préserver le patrimoine et le sauver. Et si j'aimais pas le patrimoine, je ne le ferais pas. Tout ce que je fais, je suis un peu... Peut-être, je me nomme facilement le dernier des Mohicans, mais je crois que je suis un peu le dernier des Mohicans en matière de monuments. En tout cas, merci beaucoup, Romain. Je t'en prie. Et, alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ici, je dors beaucoup mieux depuis qu'on a fait 2 choses. La première, c'est d'installer des détecteurs incendie reliés à la centrale. On a déjà vu ça tout à l'heure. Et la deuxième, c'est depuis qu'on a fait effectivement une expertise préalable sur le bâti. On en a fait 2 en l'occurrence, une pour le château et une pour les bâtiments agricoles qui sont aussi protégés au titre des monuments historiques. Et donc j'ai vu, alors c'est vrai que c'est encore un investissement, c'est pas neutre. Par contre, le résultat est extrêmement satisfaisant parce que ça offre une synthèse exhaustive de son bâtiment avec les métrages intérieur, extérieur, les types de construction, l'état extérieur, l'état intérieur, les aménagements, etc. Donc tout est listé, tout est chiffré et on a, à la fin du document qui est plus ou moins épais en fonction de la taille du bâtiment, on a une ligne avec la valeur que ça représente et c'est cette valeur-là qui est assurée.
Donc, ça permet de dormir beaucoup mieux. Ça Oui. n'empêche pas les incendies, Oui. ça n'empêche pas de se faire foudroyer ou que sais-je, mais ça permet Bien de sûr. voir l'avenir plus sereinement. Là, alors, juste tout petit rebondissement, mais il y a quand même un sujet, c'est que quand il y a une expertise préalable qui est réalisée, beaucoup de propriétaires tombent un peu des nues en voyant les valeurs qui sont indiquées sur l'expertise préalable, les valeurs globales. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, et on ne se rend pas compte absolument pas des valeurs de reconstruction Absolument. sur des monuments historiques. Les gens disent « j'ai acheté le château 2 millions d'euros, mettez-moi 2 millions de couverture ». Non, surtout pas, surtout pas. Il ne faut surtout pas rentrer dans cet écueil, qui est un écueil dangereux. Les gens qui veulent couvrir en valeur vénale, ils se retrouvent en grave difficulté en cas de sinistre important. Donc, absolument. Oui. Écoutez le sujet des professionnels, de ne pas sous-estimer les valeurs. Un monument historique ou un monument, un château, même 19e, ça coûte les yeux de la tête aujourd'hui à reconstruire. Donc en fait, voilà, les deux grandes règles, bien regarder et ne pas se dire j'ai acheté ce monument tel prix, eh ben, je vais l'assurer pour les mêmes valeurs. Ça n'a rien à voir. Oui, absolument, oui. Si on s'assure sur sa valeur vénale, ça veut dire que le jour où il y a un sinistre total, on prend ses sous et on va s'installer ailleurs. On ne peut pas reconstruire. Même pas. Oui, je veux dire, on va racheter autre chose, mais on ne peut pas refaire... On rentre dans la vraie technique. Le sujet de la technique sur des valeurs sous-estimées, c'est dangereux. Les compagnies détestent ça. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ça. Et des champs du cygne un peu trop positifs qui laissent présager que ça se passera le mieux possible. Non, le principe, nul n'est philanthrope, encore moins les compagnies d'assurance. Sans ironie, parce que je les aime beaucoup et j'ai un gros partenariat avec elles et on essaye de travailler en bonne intelligence.